Parfait. Écoutez, on va commencer. Bienvenue à tous pour ce live. Nous entamons une journée assez chargée puisque nous sommes dans le cadre du roadshow dédié à l'impression 3D. Donc, je suis Florian Berthelot de F3DF et cet événement est possible grâce à notre partenaire Formlabs et grâce à votre participation. En tout cas, merci à tous d'être là. Ça fait véritablement plaisir de vous recevoir. Alors, dans des conditions un peu différentes, c'est ce que je vous ai envoyé comme message à tout à chacun. On est dans un contexte particulier. Quelque part, beaucoup de salons ont été annulés, beaucoup d'événements physiques ont dû être reportés. Et c'est avec une certaine joie que je vous reçois aujourd'hui pour pouvoir continuer ces échanges et continuer à parler d'impression 3D, parler d'innovation. Donc, merci à tous d'être là. Alors, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on vous a préparé? On vous a préparé une journée complète pour ce 25 novembre avec 4 conférences qui vont rythmer la journée. On commencera avec Mathilde Berchon, actrice incontournable de l'impression 3D en France, pour un panorama de l'impression 3D. Elle répondra à nos questions. On lui a préparé et concocté quelques petites questions pour bien comprendre ce qui est en train de se passer avec l'impression 3D en France et aussi de manière un peu plus générale. On continuera en début d'après-midi pour un focus sur la technologie résine, donc la technologie SLA. Je serai accompagné pour cela de mon collègue François qui sera en direct du labo d'impression 3D de F3DF et on pourra donc parler d'impression 3D SLA mais aussi être en direct autour de matériel et d'impression pour découvrir notamment l'impression grand format. On enchaînera avec une session du coup de rendez-vous individuel. Alors, je crois que l'agenda, il y a encore quelques disponibilités, mais on vous a réservé un temps rien que pour vous, pour parler de vos projets. Donc, ça sera entre 14h30 et 17h. Et compte tenu du succès de ces rendez-vous, on a ouvert une deuxième date. Donc, on enchaînera demain avec une journée complète pour pouvoir parler de votre projet, faire des démos en direct. On continuera dans la journée, puisque ce n'est pas tout, avec une intervention qui s'adresse en particulier aux designers qui veulent utiliser l'impression 3D. On parlera de conception orientée, de design for additive manufacturing, comme on l'entend parfois, avec François, expert fabrication additive, et on rentrera dans le vif du sujet de manière très concrète sur les règles de conception. Et on terminera la journée avec un retour d'expérience de chirurgiens dentistes qui ont une approche assez intéressante. Ils ont, on va dire, numérisé, ils ont des pratiques aujourd'hui de leur chaîne numérique, de la prise de scan jusqu'à l'impression 3D, et ils viendront nous partager leur expérience, leurs difficultés, leur facilité de travail. Tout ça sera partagé en fin de journée. Du coup, on commence cette journée, donc je vous l'ai dit, avec Mathilde Berchon. Mathilde Berchon, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour, ravie d'être ici. Bienvenue. Parfait. Alors du coup, Mathilde, tu édites pour c'est la deuxième édition du Grand Livre de l'impression 3D. Tu as contribué à la démocratisation de cette technologie en France avec un livre qui est déjà un succès et un deuxième succès puisqu'il est sa deuxième édition est sortie en septembre dernier, pile entre deux confinements. Donc ça a permis à certains de pouvoir bouquiner. Oui, Alors du coup, oui, pardon, excuse-moi. Du coup, je vais te laisser la parole, Mathilde, pour te présenter. Alors, je sais que tu es très active, tu es très impliquée dans des associations, dans le monde des makers, dans le monde de l'industrie. Voilà, donc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours avant d'entamer le sujet? Avec plaisir. Oui, ça fait quasiment 10 ans maintenant que je suis plongée dans le monde de l'impression 3D. Et avec mon axe, vraiment, c'est sur la partie communication, en fait, essayer d'expliquer ce que c'est pour inspirer chacun à s'emparer du sujet et à, pourquoi pas, commencer à entreprendre dedans, à l'intégrer dans son métier, dans sa pratique. Et donc, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc oui, ce livre, le grand livre de l'impression 3D, est sorti en septembre. C'est un gros projet de l'année. Et à côté, je suis aussi impliquée dans deux associations, notamment donc deux principales. Une qui s'appelle Women in 3D Printing, qui regroupe toutes les femmes qui travaillent dans le secteur de l'impression 3D.
Et donc, on organise des événements régulièrement, quasiment tous les mois, qui sont ouverts à toutes et à tous également. Et également au sein de France Additive, qui est une association qui est en train de connaître une grande effervescence en ce moment. L'idée, c'est que tous les acteurs de l'impression 3D puissent se réunir dans une association très ouverte, assez transverse, assez neutre. On peut avoir des gens qui sont par exemple concurrents par ailleurs, mais qui là travaillent ensemble pour faire en sorte que ce secteur en France se structure, devienne une vraie filière à part entière et puisse avoir une voix forte pour entrer dans des politiques publiques, par exemple. On parle beaucoup de l'industrie du futur, par exemple. Il y a plein de choses à faire pour que l'impression 3D soit vraiment une composante un peu clé du futur de la production. Donc, ça fait partie de ces projets où voilà, chacun met du temps comme il peut, mais c'est assez enthousiasmant. Voilà. Alors du coup, j'imagine que parmi vous, certains sont utilisateurs de l'impression 3D, certains peut-être découvrent, d'autres sont ce qu'on appelle des acteurs de l'écosystème finalement. Donc là, il y aura, je pense, des échanges intéressants sur cette conférence. Du coup, alors tu as un parcours, tu es passé par différentes structures. Aujourd'hui, tu continues à apporter le bâton de pèlerin, comme on dit, à démocratiser, à communiquer autour de l'impression 3D. Et du coup, c'est pour cette raison aussi que je t'ai invité à partager ce temps avec nous, avec quelques questions pour bien comprendre ce qui se passe autour de l'impression 3D. Alors, ma première question, je dirais, c'est aujourd'hui, où en est-on dans l'adoption de l'impression 3D? Peut-être dans le monde, en France, tu nous en diras plus. Donc, ça fait maintenant plus de 30 ans. Enfin, l'impression 3D est dans les années 80, donc ça a été un grand cheminement pour que ça rentre vraiment dans les usages et que ce soit une technologie connue de tous et adoptée. Et aujourd'hui, on est dans un temps vraiment assez passionnant parce qu'on est vraiment dans un temps d'adoption qui est, je dirais, en phase d'accélération, qui devient vraiment massif. Pendant toutes les premières années, on était plutôt sur des applications en prototypage pour des spécialistes dans l'industrie. Et aujourd'hui, les applications, on va en parler dans l'échange, mais il y a plein de choses possibles et on voit que c'est quelque chose qui est aujourd'hui connu par beaucoup. Beaucoup de gens en ont déjà entendu parler et ça commence à être vraiment adopté assez fortement. La courbe que je montre là, en fait, c'est une courbe que propose le cabinet de conseil Gartner. Tous les ans, en fait, il publie une courbe, c'est la courbe des innovations, donc qui montre en fait l'évolution de l'adoption des technologies. Et là, c'est la courbe qui montre vraiment spécifiquement pour l'adoption de l'impression 3D. Et elle est super intéressante parce qu'en fait, vous voyez cette espèce de pic, là, cette montée. En fait, c'est quand une innovation arrive dans la société, dans un marché. En général, il y a beaucoup d'attentes. Il peut y avoir presque même une bulle médiatique. On va vraiment voir, c'est un peu la période de la surpromesse où on va se dire cette technologie va tout changer, ça va être absolument la révolution, c'est génial. Et c'est ce qu'a vécu l'impression 3D dans les années 2013, 2015, il y avait cette espèce d'effervescence autour d'impression 3D. On allait tous s'équiper, chacun allait avoir une impression 3D, une imprimante 3D à la maison et ça allait tout changer. Donc, on était en plein dans le haut de la courbe. Et puis ensuite, il y a une retombée un peu des attentes. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de complexité, c'est pas si facile pour que les choses ne s'adoptent pas aussi facilement. Et en fait, il y a eu un peu une chute des attentes. Donc, dans les années 2015 à 2017, on était un peu sur le soufflet retombé. On s'est dit, en fait, l'impression est-ce que c'est vraiment utile? Et en fait, pendant que la partie bulle médiatique explosait et était moins, l'impression 3D était moins sur le haut devant de la scène, en fait, de façon concrète sur le terrain, les acteurs du secteur, eux, continuaient de travailler comme ils le faisaient depuis les années 80, continuaient de nouvelles entreprises se créer, et ont continué d'innover, de développer des technologies et de faire en sorte que celles deviennent de plus en plus fiables, de plus en plus utiles, adopter de nouveaux matériaux, etc. Et donc là, aujourd'hui, on est sur cette phase là de remontée de la courbe. Vous voyez le plateau là qui remonte. Donc, c'est une courbe qui est beaucoup plus pragmatique. On est moins sur cette espèce d'attente folle. On est beaucoup plus sur des applications réalistes où les acteurs du secteur et les gens qui se mettent à s'intéresser à ces technologies sont beaucoup plus conscients, en fait, des possibilités, mais aussi des limites ou des choses qu'il faut encore travailler. Donc là, on est sur vraiment cette remontée de la courbe, donc sur un usage qui maintenant est ancré dans la société et beaucoup plus réaliste.
Donc, si tu passes à la prochaine, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, même à l'échelle mondiale, déjà, il y a eu un chiffre intéressant en début d'année, c'est qu'au niveau mondial, l'impression 3D a dépassé la barre des 10 milliards de marché donc pour l'impression 3D. Donc ça, c'est vraiment, ça y est, on a passé déjà un niveau, parce que pour l'instant, c'était un marché de niche très, très petit par rapport aux autres marchés, comme par exemple l'injection plastique. Ça restait quelque chose de niche, ça l'est toujours, mais vraiment en croissance continue de tous les ans, on est vraiment en croissance forte. Et à l'échelle du monde, la France se positionne au 4e marché mondial. Donc, on n'est pas si mal placé. Après, oui, il y a une grosse différence en termes de marché, on le voit sur le graphe, mais on est quand même bien positionné. On a des acteurs qui sont dynamiques et on investit beaucoup dans le secteur. Il y a environ 49 millions d'euros qui auraient été investis en R&D autour de la fabrication additive en France. Donc, on est quand même sur des chiffres positifs. Il y a environ 119 brevets, par exemple, qui ont été déposés en France autour de l'impression 3D. Ça, c'est la courbe des ventes d'imprimantes 3D de bureaux. Parce que souvent, ça faisait partie des questions autour de l'adoption de l'impression 3D. On s'attendait à que chacun s'équipe de sa propre imprimante à la maison et commence à fabriquer des objets. Donc, plutôt le côté maker, on va dire, de l'impression 3D. Donc, pour le coup, non, tout le monde n'a pas aujourd'hui une imprimante 3D à la maison. Mais oui, la croissance est en permanence à 2 chiffres tous les ans. Donc, il y a environ un demi-million. Alors, selon les cabinets, selon les études, on va trouver entre un demi-million et plus d'1 million de ventes, mais on tourne autour de ces ratios-là. Disons autour de, mettons, 1 million d'imprimantes 3D, donc de bureaux compacts, là, les petites imprimantes que vous connaissez sans doute, qu'on a chez soi. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui voilà, peu à peu, d'année en année, les gens s'équipent de plus en plus. Après, on est encore loin de l'adoption des smartphones, hein, mais ça augmente. Il y avait eu quelques études intéressantes qui étaient sorties il n'y a pas très longtemps qui montraient que 70% des Français connaissent l'existence de l'impression 3D. Donc ça, c'est déjà un grand pas. Donc vraiment en termes de simplement avoir la connaissance du sujet, ça c'est quelque chose, les gens en ont entendu parler, 70% des Français. Et l'autre chiffre intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on estime à 42% le taux d'adoption de l'impression 3D en France, donc par les entreprises notamment. Souvent, ça peut s'apparenter à, par exemple, elles ont commencé à tester un petit peu en s'équipant d'une petite machine pour commencer à se faire la main, à tester ou à faire appel à un service bureau, donc faire imprimer une pièce quelque part par un service externalisé à l'entreprise. Voilà. Mais ça reste un chiffre qui est très positif et qui est en pleine augmentation. Donc, phase d'adoption vraiment, vraiment croissante. Voilà ce que je peux dire un petit peu sur... Merci Mathilde déjà pour ces grands chiffres. C'est vrai que en tout cas c'est très enthousiasmant. La France n'est pas en reste pour le coup et on voit un effet maintenant de médiatisation. Enfin, la médiatisation a eu quelque part du bon. L'impression 3D maintenant est bien identifiée et de plus en plus adoptée. Alors du coup, on a commencé le sujet et c'est vrai qu'on parle d'impression 3D, on parle de fabrication additive depuis déjà quelques minutes. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que la fabrication additive? Est-ce qu'on peut peut-être refaire une passe rapidement pour mieux comprendre de quoi il s'agit et puis rentrer dans la famille de l'impression 3D? Oui, parce que souvent, l'impression 3D, on la connaît par le biais encore une fois, des machines de bureau. On va mettre du filament plastique et ça va imprimer, mais c'est un monde qui est beaucoup plus riche que ça, avec de nombreuses possibilités. Et en fait, on la trouve dans plein de secteurs, dans plein d'applications différentes. Déjà, un point commun donc, entre de toute cette famille de la fabrication additive, c'est évidemment fabrication additive, donc addition de matière. Donc la matière est ajoutée couche par couche. En tout cas, il y a toujours les procédés ont tous pour point commun de former l'objet en ajoutant la matière et non en l'enlevant, qui est la façon traditionnelle, on va dire, de fabriquer. Dans l'usinage, par exemple, on prend un bloc de matière et on vient le percer, le poncer, le plier, en tout cas déformer la matière ou l'enlever. Donc la fabrication additive, c'est justement l'inverse. On va ajouter la matière. Donc ça veut dire aussi que souvent, c'est la matière qu'on utilise, c'est la matière qui va former l'objet. Donc on ne va pas enlever la matière pour fabriquer l'objet. Deuxième point central qui fait le lien, voilà, c'est le parti contrôle par ordinateur. Donc, on est forcément dans la fabrication additive, on est toujours sur de la commande numérique. Donc, pour lancer une impression 3D, il faut d'abord avoir une modélisation 3D de l'objet, donc l'avoir modélisé sur un logiciel de modélisation ou le scanner. En tout cas, il faut à un moment ou à un autre avoir un fichier 3D qui modélise l'objet.
Ensuite, l'objet va être coupé en tranches et va être envoyé par un logiciel, un slicer, un logiciel de découpe, qui va en fait préparer à l'avance toutes les couches en fait que la machine ensuite va reproduire. La machine, l'imprimante 3D, va lire ce fichier 3D et va ensuite lancer l'impression. Donc, c'est un procédé qui est entièrement numérique. Donc, ça veut dire aussi qu'on a beaucoup de contrôle en fait sur ce qu'on fait et on peut être vraiment avec finesse déterminer en fonction du matériau comment on va le positionner et faire des formes qui sont complètement nouvelles. Mais on en reparlera. Troisième point, c'est la partie transformation de matière. Ça, c'est juste un petit détail en plus, mais qui est intéressant, qui est qu'en fait, l'impression 3D est une des seules technologies où en fait, la matière change d'état au moment où elle est fabriquée. Donc, en général, si on prend un bloc dans l'usinage, un bloc d'aluminium et on le coupe, ça reste un bloc d'aluminium, mais on a enlevé la matière. Dans l'impression 3D, par exemple, le plastique va passer d'un état solide à un état liquide et ensuite va se resolidifier ou va passer d'un état de poudre à un état de poudre fusionnée. Donc, on est vraiment dans la transformation même au niveau du matériau lui-même. Donc, ça, c'est une technique aussi qui est assez intéressant de garder en tête. Merci Mathilde pour cette précision. C'est vrai que c'est toujours important de redéfinir de quoi on parle. Du coup, je crois que tu avais prévu de rentrer dans le détail de certaines technologies pour faire un panorama de ce qui est de l'existant. Tu veux que je passe un petit peu vite sur ça ou tu veux que je... Oui, non, on peut tout à fait. Je pense que c'est intéressant d'identifier justement l'impression 3D dans ces différentes familles. Oui, peut-être sur les principales. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les choses l'impression 3D a commencé à se standardiser depuis récemment, en fait, depuis 2012 environ. Il y a commencé à avoir des comités de normalisation. Les acteurs du secteur ont commencé à s'organiser parce qu'il y avait plein d'innovations, plein de procédés qui naissaient un petit peu avec leurs variantes. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est qu'aujourd'hui, il y a 7 familles officielles, 7 familles de procédés. Donc, souvent, quand vous regardez les sites d'information, vous découvrez des nouveaux procédés, il y a toujours des choses qui sortent en permanence. Ça peut être intéressant de bien garder en tête qu'en fait, souvent, ces procédés rentrent dans une case, dans un type de procédé. Il y en a 7 grands, mais là, je vais détailler simplement les plus populaires, ceux qui sont les plus utilisés. Donc, par exemple, l'extrusion de matière, c'est le procédé le plus utilisé, en tout cas par les utilisateurs en général, qui débutent ou qui veulent simplement prototyper ou qui sont dans une démarche d'aller rapidement vers l'impression 3D. Là, c'est la procédé que vous connaissez sans doute le mieux, où on va avoir un filament plastique qui va passer dans une buse qui chauffe. Donc, le plastique devient coulant et collant, et on le dépose couche par couche, il se solidifie et ça forme l'objet. Donc, c'est les machines en fait, qui ont l'avantage d'être plutôt faciles d'utilisation, qui demandent un équipement qui est plutôt facile à obtenir et qui, en plus, permettent d'obtenir des résultats rapidement à très bas coût. Vous voyez quelques exemples sur la slide. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plein de matériaux compatibles avec ce type de méthode, puisqu'on utilise de la matière qu'on extrude. Ça peut être des types de plastique, bien sûr, mais aussi maintenant des types de métaux, du sable, des céramiques. Et puis, j'ai mis quelques exemples, mais par exemple, il y a une start-up française qui s'appelle la Pâtisserie Numérique, qui s'est lancée il n'y a pas longtemps, qui imprime, par exemple, des gâteaux. On peut imprimer avec de la nourriture, par exemple. Un autre exemple ici, on va pouvoir imprimer de l'encre conductrice, donc pour faire par exemple du tracé de circuits imprimés. Donc tout ça, c'est de l'extrusion de matière en fait. Mais plus généralement, c'est quand même plus généralement utilisé pour du prototypage en plastique, pour faire des premiers tests pour les objets. Le deuxième procédé, la deuxième famille, c'est la photopolymérisation. Donc là, typiquement, Ockel Formlabs est clairement un des grands acteurs du secteur. On est plutôt là sur des techniques. C'est la première méthode, le premier procédé qui a été inventé. Avant même l'extrusion de matière, en fait, c'est la photopolymérisation qui a été lancée. En fait, là, on a un matériau qui est liquide, donc de la résine qui est liquide, et on vient faire passer sur cette résine liquide un faisceau lumineux. Et en fait, au contact de la lumière, cette matière se solidifie. Donc, on dit qu'elle se photopolymérise. Et donc, peu à peu, l'objet se solidifie et sort de ce bac de résine liquide. Ça, c'est génial pour faire des pièces qui sont très précises, parce qu'on peut être vraiment sur des niveaux de précision exceptionnels. Donc, par exemple, pour tout ce qui est bijouterie, imprimée en cire, par exemple, on va pouvoir faire des choses très fines. Là, je vous ai mis quelques exemples bien connus de, par exemple, tout ce qui est appareil auditif. On va pouvoir faire des choses sur mesure, vraiment finies.
tout ce qui est par exemple aussi sur le dentaire. Là, c'est vraiment la techno très adaptée. Et puis, on commence à voir l'apparition d'objets vraiment pour la vie courante, puis on en reparlera. Et donc, c'est une technique qui est assez riche en termes de niveau de qualité pour un ensemble d'applications, mais souvent donc, un peu plus cher que l'extrusion de matière, et puis qui demande un environnement de travail quand même bien contrôlé, parce que la lumière peut avoir, il faut gérer bien son espace. Parfait. Du coup, on en reparlera, puisqu'effectivement, on refera, c'est la thématique principale de cette journée. On parlera des contraintes et des possibilités de cette technologie. Et comme on le voit, on parlera aussi d'applications dans le secteur dentaire, je le disais au début. Voilà, donc, ça sera en fin de journée, on pourra encore étudier tout ça. Et peut-être pour rebondir aussi, souvent quand on découvre l'impression 3D, on s'y perd un peu parce qu'il y a plein d'acronymes. Donc là, le nom du procédé qu'on venait de voir, c'est la photopolymérisation. Mais vous allez voir souvent, on va parler de SLA pour stéréolithographie, de DLP. Enfin, il y a vraiment en général plein d'acronymes, des variantes. Donc c'est toujours intéressant de connaître un peu les grandes familles de procédés parce qu'on dit, ah oui, celle-là, c'est la résine qui se solidifie. C'est bon. Pour commencer à faire ses premiers pas, c'est toujours intéressant. Troisième grande famille, c'est tout ce qui est fusion de poudre. Donc là, on part d'un matériau donc, qui vient en poudre, et ensuite, c'est un rayon, un rayon laser, par exemple, qui va venir passer sur la poudre et là, fusionner les particules entre elles pour former peu à peu l'objet. Donc en général, là, on voit plutôt des images où l'objet sort d'un bac de poudre. Il faut ensuite le dépoudrer, le nettoyer pour révéler l'objet. Donc la fusion de poudre, c'est un intérêt majeur. Ça fait partie de ces techniques qui permettent d'obtenir des résultats extrêmement qualitatifs sur des pièces assez solides et qui permettent aussi évidemment de fusionner la poudre de métal. Et ça, c'est un marché qui est en pleine explosion, qui est absolument passionnant parce que ça offre plein de possibilités, et notamment d'utiliser des poudres métal qu'on utilise dans d'autres techniques plus traditionnelles. Donc on va pouvoir vraiment créer des objets à partir de matériaux qui sont bien connus, qui sont bien maîtrisés. Et il y a plein de matériaux compatibles avec ce type de technologie. Donc ça peut être utilisé pour des objets de la vie courante. La pièce au centre, c'est une des pièces les plus imprimées au monde. C'est une prothèse de hanche. Donc beaucoup de gens se blessent et se cassent un bout d'os au niveau de l'articulation de la hanche. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en fait un peu des cyborgs, qui ont une partie imprimée voilà. Donc là, on va pouvoir imprimer en métal, et typiquement, le métal, on peut pouvoir créer comme des micropores avec la pièce est très fine, et en fait, l'os va pouvoir se reconstituer autour, les nerfs notamment vont pouvoir se remettre dans la pièce. Donc, on peut faire des pièces en fait qui vont être encore mieux acceptées par le corps humain à terme, par exemple. Voilà un petit peu pour cette grande haute famille. On a aussi la projection de liant, où là, on va être plutôt sur de la projection d'une sorte de colle sur de la matière. Et donc, on va peu à peu coller les particules entre elles pour former l'objet. Et on peut insérer, en fait, dans la colle, on peut insérer des pigments de couleur. Et donc là, vous voyez sur la photo à gauche un exemple de maquette. Donc ça, c'est une technique qui est souvent utilisée pour faire des maquettes d'architecture, par exemple, ou de topologie du territoire, qui sont assez fines. On peut aussi faire des moules, par exemple, en sable de très grande taille avec ce type de procédé. Ça, c'est génial pour la fonderie, par exemple, ou plutôt que de faire des moules contre moules, etc., où il y a plein d'étapes avant de réaliser votre moule de fonderie qui fonctionne, vous allez pouvoir créer un moule directement, où vous allez venir faire votre coulée directement. Donc, on peut passer des étapes et faire des choses en très grande taille, en fait, avec ce type de procédé. Mais là, typiquement, les pièces sont fragiles. Elles sont pour des usages en général de façon ponctuelle ou unique. Donc ça, c'est pas tellement un procédé pour faire des pièces vraiment finies qu'on va utiliser dans la vie de tous les jours, contrairement à d'autres procédés que je viens de vous montrer auparavant. Je pense qu'il doit y en avoir encore un, qui est la projection de matière, où là, on est plutôt sur de la projection donc, de gouttelettes, de micro-gouttelettes qui vont se solidifier à la lumière. Et l'intérêt là, c'est que vous allez pouvoir faire, comme vous voyez sur les exemples, des réalisations extrêmement réalistes, ou vraiment avec un niveau de visuel, d'esthétique qui est vraiment très fin. D'ailleurs, on parle souvent quand on utilise ce type de procédé, on parle souvent de voxel. Donc en fait, on peut quasiment, comme c'est comme un peu imprimer une image, mais en 3D,
Et vous allez pouvoir faire, par exemple, des modèles médicaux comme à droite ou des sculptures, des figurines extrêmement fines. Donc, c'est génial pour faire des prototypes de démonstration, par exemple, avec des rendus vraiment très qualitatifs. Par contre, technique très fragile, donc ce n'est pas des pièces qu'on va pouvoir utiliser pendant très longtemps dans le temps. Elles s'abîment rapidement. Mais pour, voilà, pour aller sur un salon, pour présenter votre... alors, quelqu'un demande comment se passe cette technique. En fait, il y a plusieurs têtes d'impression. Vous allez avoir une tête qui va projeter des petites gouttelettes et une autre qui va projeter de la lumière. Et donc, quand elles vont passer comme ça, un peu comme une imprimante à jet d'encre, sauf que l'encre se solidifie à la lumière. Donc, ça va être peu à peu, et de couche en couche, la machine va peu à peu former l'objet de cette façon-là. Parfait. Merci du coup pour cette présentation des familles. Alors du coup, je crois que il y en a encore d'autres, hein. On n'a fait qu'une première partie. Voilà, il y a 7 familles de procédés, donc ça en fait quand même pas mal. Là, les deux, je les mettais un peu enfin, pour l'instant, pas trop de focus dessus parce c'est plus spécialisé. On a la fusion par énergie dirigée où là, on est plutôt comme une espèce de, si vous voyez le soudage métal, on est plutôt comme un genre de poste de soudage robotisé, si on veut. On va pouvoir vraiment avoir un bras robotique qui vient poser un cordon de métal sur une surface. Donc ça, c'est plutôt utilisé dans l'industrie pour réparer, par exemple, des pièces en métal, ce genre de choses. Et là, l'intérêt, c'est qu'on est sur plusieurs axes possibles. Et puis la stratification en feuilles ou lamination, souvent on parle de LOM. Là, on est plutôt sur un empilage de feuilles, donc par exemple de papier. Et la machine va en fait coller chaque feuille et ensuite couper. Donc ça permet de faire des rendus très réalistes en papier. Donc là, c'est une des techniques les moins chères, mais qui est aussi les moins utilisées. Ce n'est pas une des techniques les plus populaires aujourd'hui. Ah bah, effectivement, merci Mathilde. On s'aperçoit que c'est très riche. Il y a finalement l'impression 3D, c'est un mot qui rassemble beaucoup de familles et dans ces familles, beaucoup de technologies différentes avec des choses qui sont bien établies puis d'autres qui sont en évolution. Alors, du coup, on avait une autre question, c'est quand est-ce qu'on va utiliser l'impression 3D plutôt qu'une autre technologie? Quelles sont les applications déjà identifiées aujourd'hui et qui sont matures? Alors, je dirais que l'impression 3D aujourd'hui, on peut l'utiliser à l'ensemble des étapes de son cycle de développement produit. Déjà, au tout début, quand on a une idée pour de l'idéation, l'impression 3D a évidemment beaucoup de rôle à jouer. On va pouvoir en fait très rapidement passer d'une première idée, donc un premier croquis peut-être même qu'on a fait au début sur un carnet, commencer à passer ça sur l'ordinateur avec un logiciel de modélisation. Aujourd'hui, il y en a même qui sont vraiment presque en mode croquis, en fait, qui sont faciles à prendre en main, à utiliser. Par exemple, je pense à Tinkercad qui est parfait pour ce type d'utilisation. Et ensuite, on va imprimer en 3D son idée et pouvoir commencer à la tenir dans ses mains, en fait, en volume et commencer à vraiment penser à son idée produit en se disant voilà, où est-ce que je vais, comment m'orienter. Donc là, on est vraiment sur cette première phase vraiment tout au début. Et en général, ce qui se passe, c'est que c'est idéation, évidemment, on est en boucle, on va, pourquoi pas, mettre ces premiers modèles dans les mains d'utilisateurs, obtenir leur retour, faire des nouveaux modèles. Et là, l'intérêt de l'impression 3D, c'est qu'elle est super efficace et rapide. On peut avoir une machine à côté de soi dans son atelier et pouvoir faire des allers-retours comme ça jusqu'à tester différentes formes sans se limiter. L'intérêt, c'est aussi que vous n'avez pas forcément besoin de faire appel à des prestataires extérieurs qui vont prendre surtout des délais. Vous pouvez faire appel à des services bureaux, etc., qui c'est en général assez rapide. Mais aujourd'hui, on peut imprimer en 3D en quelques minutes, en quelques heures. Donc, dans la même journée, vous pouvez faire déjà plusieurs cycles d'itération, d'idéation. Donc, ça, c'est un des premiers usages un petit peu clés, un peu historiques aussi du secteur. Et après, à d'autres niveaux de prototypage aussi, on va pouvoir, par exemple, je l'évoquais rapidement, mais on va pouvoir faire des démonstrateurs. Donc, par exemple, partir sur un salon, aller sur un rendez-vous avec un investisseur, par exemple, ou avec des potentiels premiers clients. On va pouvoir, sans avoir l'objet totalement fini, produit, industrialisé, déjà à l'étape du prototype, on peut avoir un prototype qui est vraiment le plus proche possible du réel et qui va permettre de vraiment matérialiser votre proposition et faire en sorte de, pourquoi pas, aller chercher des investissements, commencer à signer un premier client. Enfin, il y a différentes étapes qui peuvent être intéressantes à ce stade-là.
L'exemple que je vous mettais là, c'est un lavabo imprimé à taille réelle. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire un modèle entièrement proche, enfin, le plus proche possible quoi, du rendu final, même en termes de texture, de fonctionnalité. Vous pouvez aller assez loin dans la partie de démonstration. L'application que j'ai citée, c'était Tinkercad, Tinkercad. C'est vrai que c'est un outil qui est pour débuter effectivement en impression 3D, ça peut être une solution. Là, pour le lavabo, ça a été imprimé en FDM, donc la première procédé, l'extrusion de matière, le dépôt de filament fondu. Donc vraiment dépôt de plastique, et ça permet, là on a fait sur du plutôt grand volume. Même à l'étape du prototypage toujours, vous allez être possiblement dans le prototypage fonctionnel. Donc là, on va pouvoir même tester des fonctions pour votre prototype. On voit par exemple, là, c'était l'entreprise Alcima qui m'avait envoyé cette image. Donc on voit un boîtier qui testait le clippage entre deux pièces. Donc on va pouvoir imprimer en 3D différentes parties de l'objet et voir si elles s'emboîtent bien. Si vous faites par exemple, je ne sais pas moi, une boucle de ceinture, bah, est-ce que l'emboîtage se passe bien? Donc, il y a différents comme ça tests qu'on peut faire de fonctionnalité même de l'objet directement au stade de l'impression 3D, parce qu'aujourd'hui, on peut choisir des matériaux bah, qui sont durs, certains sont flexibles. Enfin, vous avez une grande variété de matériaux disponibles qui peuvent reproduire, être le plus proche possible de la façon dont vous produirez ensuite industriellement votre objet, ou à plus grande échelle. Donc ça, c'était pour le prototypage. Oui, sur le prototypage, c'est ce qu'on voit effectivement, c'est tout le mouvement aussi qui se passe de Fab Lab, de lab en entreprise, où cette étape-là est finalement bien rentrée, j'ai envie de dire, dans les mœurs, puisque on a forcément autour de nous, dans notre société, ou peut-être pour la plupart d'entre nous, la possibilité d'accéder à ces machines pour tester, pour faire cette phase de prototypage. Mais du coup, peut-être qu'il y a d'autres aspects d'impression 3D qui sont moins évoqués. Alors, je crois que tu avais prévu de nous parler également de la partie d'outillage. C'est ça, en fait, souvent, on voit un petit peu la partie immergée de l'iceberg qui est ce côté prototypage ou petits objets qu'on peut faire aussi pour le plaisir, pour la découverte. Et là, ce qui est un des grands… Alors, pour info, quand même, en France, le prototypage reste le type d'application, enfin, l'usage majeur en entreprise, c'est plus de 72%, je crois. L'utilisation de l'impression 3D, c'est plutôt pour du prototypage, ça le reste, c'est historique, ça le reste encore. Mais les autres types d'usages sont en train vraiment de monter en force au fur et à mesure que les gens se forment et commencent à vraiment comprendre l'utilisation les possibilités de ce type de technologie. Donc, outillage et moulage, en fait, c'est toutes les applications pour de l'impression 3D à différents niveaux en fait, des méthodes de production. Donc, par exemple, outillage ponctuel, vous allez pouvoir créer tout un ensemble de petits objets qui sont un peu sur mesure, dont vous auriez besoin pour fabriquer sur une chaîne de production, par exemple, dont on peut avoir besoin pour de la maintenance, par exemple. Je me rappelle avoir été en lien avec tout un groupe de personnes qui travaillent dans la maintenance du gaz, donc qui passaient de maison en maison pour repérer les compteurs, faire des ajustements, etc. Donc maintenance gaz. Et en fait, c'était des super makers, ils étaient fans d'impression 3D parce qu'ils avaient tous commencé, enfin beaucoup, à se dire, mais en fait, moi, j'aurais besoin, par exemple, d'une lampe qui aurait un angle un petit peu étrange, mais qui me permettrait d'aller typiquement derrière ce type de compteur. Ou j'ai du mal à accéder à avec mon tournevis droit classique, j'ai du mal à accéder à telle zone du compteur. J'aurais besoin de quelque chose qui aurait un angle que je peux tenir d'une certaine façon avec ma main. Ça, ce n'est pas quelque chose qui existe dans le commerce. C'est pour un besoin extrêmement précis. La personne qui a ce besoin, et c'est exactement de quoi elle a besoin. Là, l'impression 3D est génialissime parce qu'on va pouvoir concevoir la pièce, peut-être un embout, un ajout, quelque chose qui va faire que cet outil, en fait, tout d'un coup, il devient utile. Il va vraiment être sur mesure, ergonomique, pratique. Donc ça, il y a plein d'usages comme ça qui sont un petit peu des usages au cas par cas, mais qu'on trouve à foison dans toutes les entreprises, en fait, même quand on parle d'ergonomie du poste de travail, de ranger ses outils, de tous les petits connecteurs, des joints, des pièces d'assemblage. Il y a plein d'usages comme ça qui sont multiples, souvent qui sont des exemples qui sont vraiment pour une personne particulière ou un type de métier. Mais où là, c'est super intéressant quand on est une entreprise d'être équipé en imprimante 3D, d'avoir peut-être un référent dans l'entreprise qui sait
qui sait de transformer l'idée d'un collaborateur, un besoin en une pièce concrète. C'est souvent un peu ça le sujet. Hein. C'est OK, donc je comprends ton besoin, mais maintenant je vais te proposer une pièce qui va t'aider et l'imprimer sur place en interne. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train vraiment de se démocratiser en fait de plus en plus. Donc ça, c'est plutôt pour des choses utilisées par les personnes en fait, qui travaillent dans l'entreprise. Mais on a aussi tout ce qui est autour du suivi qualité, par exemple. Pour quand vous posez là par exemple en haut à droite dans la partie gabarit, c'est sur une chaîne de production des vannes Volkswagen, vous voyez, pour poser la plaque à l'arrière du van, bah, il faut le positionner toujours à la même distance, de la même façon. Bah, on va pouvoir avoir des outillages comme ça en impression 3D qui permettent d'être sûr que son étiquette est bien positionnée de façon la même de bout en bout. Et après, il y a des applications encore plus avancées où on est plutôt sur les applications en outillage complexe ou en moulage, où là, c'est aussi un monde vraiment passionnant. Par exemple, le moulage, vous allez pouvoir concevoir en impression 3D des moules qui vont être ensuite utilisés avec des méthodes classiques dans l'injection plastique, par exemple. Mais le moule en fait, de base qui est utilisé, qui normalement, ça coûte très cher à faire, hein, et en général, on est contraint par les méthodes de production d'usinage classique qu'on connaît. Donc, quand on fabrique un moule, il faut en général qu'il il a des canaux qui passent, etc., pour que l'air circule. Et c'est quelque chose qui est très complexe à fabriquer. L'impression 3D est en train de complètement bouleverser la façon de créer des moules, parce qu'on va pouvoir, en fait, dans l'impression 3D, on va pouvoir concevoir à l'avance en fait, le fait qu'il y ait des canaux de refroidissement assez complexes, qu'à l'intérieur du moule, en fait, il y a plein d'espace, etc., où en fait, quand vous allez utiliser ce moule pour ensuite l'injection, le moule va refroidir plus vite, par exemple, parce que les canaux ont été pensés d'une façon que le moule est plus optimisé. Donc, vous allez pouvoir avoir des cadences de production, par exemple, plus grandes, ou faire des pièces qui auraient été avant complexes à faire. Donc, ça, c'est vraiment pour de l'utilisation plutôt pour de l'impression métal, là, typiquement. Donc, plutôt fusion de poudre, par exemple. On parle souvent de DMLS à ce moment-là. Eh bien, merci Mathilde, c'est passionnant de voir cet aspect, effectivement, on le constate dans les entreprises, c'est quelque chose qui, à partir du moment où on a un peu goûté au prototypage, on intègre ces technologies et après, effectivement, les collaborateurs s'emparent de l'outil pour adapter leur outil de travail, l'améliorer. Donc, c'est effectivement une source d'innovation très intéressante. Et alors après, ce qu'on voit arriver là en ce moment, c'est un autre monde qui est en train vraiment de se développer à grande vitesse, qui est l'utilisation de l'impression 3D, cette fois pour la fabrication de pièces finies, donc d'objets vraiment, de pièces qu'on va utiliser dans la vie courante, qui ont vraiment une utilisation directe. Donc là, on est sur des applications qui sont encore assez nouvelles. Il y a quelques exemples phares, donc notamment dans tout ce qui est le monde médical, mais je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard dans la journée. Et on est aussi sur des applications. Alors, par exemple, dans le monde, pour l'instant, c'est vraiment l'industrie et le monde des transports qui est le plus grand utilisateur de pièces finies, donc imprimées en 3D. Donc, par exemple, l'automobile et l'aéronautique, on est vraiment sur des grands utilisateurs. Et donc, quand vous prenez un avion, par exemple, il y a plein de pièces dans l'avion, en fait, qui sont imprimées en 3D. En général, donc en métal ou en plastique, donc plutôt avec des systèmes d'impression 3D, des imprimantes qui sont vraiment industrielles, qui sont en général qui coûtent très cher aussi et qui demandent une expertise particulière, évidemment, pour les utiliser. Et donc, on est sur des utilisations, par exemple, pour des pièces de motorisation, pour aussi l'ergonomie de la cabine, par exemple, ce genre de choses. Là, sur la photo que vous voyez dans l'exemple transport, c'est Bugatti, la marque automobile, en fait, qui a développé un système de frein. Donc, c'est une plaquette pour les plaquettes de frein, donc imprimée en 3D, qui permet de faire un freinage extrêmement optimisé. Donc, l'intérêt, ça va être un étrier. Ah ben, merci. On a les experts automobiles qui sont avec nous, heureusement. Très bien, il faut m'aider. Donc voilà, qui a été pensé pour l'impression 3D pour optimiser le freinage. Côté bijouterie aussi, le monde du luxe est très fervent utilisateur de la fabrication additive. Vous avez beaucoup aujourd'hui de bijoux notamment qui sont imprimés en 3D. Alors souvent, ils ne sont pas imprimés directement en 3D, ils sont imprimés en cire et ensuite qui vont permettre de faire couler dans les métaux, les alliages particuliers utilisés pour la bijouterie.
Et puis, on commence à voir quelques arrivées, notamment, vous avez sûrement vu passer ça parfois sur l'impression 3D béton, construction, mais ça reste encore plutôt là de l'ordre du concept, de la preuve de concept, voir que ça fonctionne, mais on n'est pas encore sur des déploiements à très, très grande échelle, même si ça arrive quand même rapidement. Et le dernier carré, je l'ai laissé vite parce que je voulais aussi vous inviter à vous pencher sur comment je pourrais peut-être utiliser l'impression 3D pour des applications nouvelles autour de moi, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment le sujet. Hein. Tous les acteurs sont penchés sur cette question. C'est OK, donc on voit qu'il y a des choses possibles, mais il faut repenser un certain nombre de pièces qui nous entourent pour l'impression 3D en utilisant en fait sa valeur ajoutée. Et donc, c'est un monde où en fait toutes les applications sont encore à inventer hein, pour ces technologies. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive et que beaucoup d'acteurs sont attentifs pour accompagner des personnes, des entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans le sujet. Merci Mathilde. En tout cas, ça nous donne quelques éclairages complémentaires. Alors, tu l'as un peu évoqué, mais pourquoi adopter l'impression 3D aujourd'hui? Quelles sont les raisons qui pousseraient à se tourner vers ces technologies? Oui, parce qu'après tout, l'idée, c'est pas simplement, tiens, je vais passer à l'impression 3D parce que c'est nouveau. Ça, ce serait vraiment une erreur. Beaucoup, en fait, de personnes vont penser un peu copier-coller. On va simplement, un objet que j'ai là, je vais le copier en version et l'imprimer en 3D. Ça, c'est typiquement un peu une erreur parce que l'idée, c'est vraiment d'utiliser les possibilités nouvelles qu'offre la fabrication additive. Donc, un premier point, c'est toute la question d'innovation, d'accélération. Donc, on en parlait un petit peu avec les Fab Labs, tu en parlais, Florian. Mais clairement, il y a aujourd'hui des possibilités folles sur justement ce côté, utiliser l'impression 3D pour tester ces idées produits avec des potentiels clients, faire des feedbacks, itérer rapidement. Et donc là, c'est ce que j'appelle un peu ma boucle le cycle du maker vertueux. En fait, on a un ensemble de pratiques d'usage de méthodes. L'impression 3D a un impact à chaque étape de cette boucle. En fait, vous allez avoir à la fois donc, la capacité de collaborer ensemble, donc de travailler ensemble sur des nouveaux designs, par exemple, plutôt que de rester seul, d'être capable d'être ensemble dans un atelier avec des imprimantes 3D pour tester des idées, passer de l'un à l'autre. On peut aujourd'hui vraiment avoir des outils de collaboration pour concevoir ensemble. Fusion 360, par exemple, c'est un logiciel où vous pouvez travailler en collaboratif, même à distance, et concevoir des pièces ensemble. Donc ça, fait partie de ces nouveaux usages qui sont plein de possibilités. Et vous avez beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui équipent leur bureau de Fab Lab interne, donc avec un référent en interne qui va animer. Je pense que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant ou même en fréquentent, mais qui vont animer un Fab Lab en interne pour que les collaborateurs de l'entreprise puissent, pourquoi pas, devenir des intrapreneurs. C'est parfois le mot qu'on utilise, de commencer à lancer des projets même en interne pour aider l'entreprise à se développer, ou pourquoi pas même se lancer à leur compte et développer des produits qui pourraient être intéressants. Et voilà. Et après, j'aime bien moi toujours parler d'apprentissage par le faire, mais c'est vrai que ça fait partie aussi de la mentalité de l'impression 3D. C'est cette idée de ne pas rester dans la théorie, de ne pas rester dans simplement l'amont, quoi, se dire tiens, ce serait bien de faire ça. Non, de vraiment le faire, d'utiliser l'impression 3D comme un outil et d'apprendre en faisant. Donc, en général, rien de tel que commencer à imprimer en 3D, à tester des choses pour découvrir en fait des choses auxquelles on n'aurait pas pensé avant et commencer à s'améliorer comme ça tout en faisant. En fait, c'est vraiment quelque chose qui va main dans la main. Donc, ça, c'est un outil qui est génial pour ça, clairement. Le deuxième grand axe, c'est vraiment un point important que je voulais essayer de vous partager aujourd'hui. C'est en fait l'impression 3D, la fabrication additive se trouve à la rencontre entre trois mondes, entre le monde de la customisation. Donc l'impression 3D va permettre en fait de personnaliser, de créer des objets qui sont pensés sur mesure. Et ça, c'est vraiment un atout génial de ces procédés. C'est que vous allez pouvoir fabriquer à la demande en fait une pièce sur mesure. On parlait de l'exemple des aides auditives. Vous allez pouvoir en fait sur un même plateau d'impression avoir en fait plein de pièces qui sont toutes imprimées en même temps, mais qui sont toutes différentes, qui sont toutes pensées précisément pour l'oreille de la personne qui l'a commandée.
mais vous n'êtes pas obligé de faire de l'impression une à une. Vous pouvez faire sur un même plateau les différentes pièces en fait qui sont chacune sur mesure. Donc ça va pas enlever du temps ou créer de problèmes, par exemple, d'utilisation de la machine. Vous allez pouvoir directement lancer votre impression complexe, customisée directement ensemble. Donc ça, c'est un premier point qui est cette capacité de l'impression 3D à customiser vraiment des pièces. Le deuxième, c'est la partie complexité. Vous allez pouvoir faire des pièces, je parlais des moules, là, optimisés avec les canaux de refroidissement, par exemple. Là, c'est un autre exemple qui vient plutôt de Michelin, qui innove avec notamment la conception de pneus. On va pouvoir faire des moules avec les rainures de pneus qui sont vraiment pensées de façon nouvelle. Là, vous allez pouvoir en fait pousser votre conception produit, imaginer des pièces qui sont extrêmement complexes. Et en fait, la complexité n'entraîne pas forcément un surcoût. C'est l'intérêt parce que pour l'instant, on était plutôt dans un système où il fallait plutôt simplifier, standardiser les formes, les faire rentrer, que tout soit... il y a beaucoup d'objets qui nous entourent, c'est soit des cylindres, soit des cubes. On est parce que c'est les techniques de fabrication qu'on connaît. Avec la fabrication additive, vous sortez de ce monde-là, en fait. Vous pouvez faire des formes extrêmement organiques qui sortent, en fait, du côté rectangulaire, cubique qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc, vous pouvez vraiment dépasser, en fait, des problématiques de conception. Donc, par exemple, la façon dont des fluides vont circuler dans une pièce, comment la pièce va être utilisée, même l'ergonomie. Vous pouvez vraiment imaginer les choses qui vont être sur mesure et bien pensées, en fait, différemment. Troisième grand axe, c'est la partie volume. Donc, on dit souvent que l'impression 3D est inadaptée pour de la fabrication en grand volume, pour produire en masse. Donc, ça, c'est vrai que ça reste beaucoup, beaucoup plus cher que si vous faites du gros volume en injection plastique, par exemple. Mais vous pouvez aujourd'hui, selon les pièces, il commence à y avoir des exemples en fonction du design de la pièce, vous pouvez commencer à avoir des moments où l'impression 3D a du sens en fait de passer en volume. Donc là, c'est un exemple qui vient de BMW, qui est une pièce qui est imprimée en métal et qui en fait a été pensée pour l'impression 3D. Donc où en fait la pièce utilise moins de matière qu'elle aurait utilisé auparavant. Et donc, sur le plateau, la façon dont la pièce a été positionnée fait qu'en fait, l'entreprise rentre dans ses coûts et fait en fait des économies avec la façon de préparer son plateau et surtout de repenser la pièce. La pièce utilise beaucoup moins de matière, donc les coûts sont moins élevés. Donc, la fabrication additive, c'est à la rencontre. Donc, c'est quand vous développez un projet et vous arrivez à penser ça, que des pièces qui sont à la rencontre entre tous ces éléments, vous commencez à avoir quelque chose qui a vraiment une valeur ajoutée potentiellement assez phénoménale. Donc, je commence à un petit peu en parler, mais la partie réduction, en fait, ou je dirais optimisation. Alors, je ne sais plus le nom exact de la pièce ou son usage particulier. Il faudra retrouver dans les informations BMW. Sur la partie réduction des coûts, alors pas seulement les coûts d'ailleurs, vous allez pouvoir en fait optimiser un certain nombre de points avec l'impression 3D, donc notamment la partie matière, parce que vous pouvez, donc déjà par défaut, c'est une technologie où en fait la matière utilisée est la matière qui fabrique l'objet, même si évidemment il y a toujours des choses en plus, du matériau de support, un certain nombre d'itérations aussi. Mais globalement, on est plutôt sur des procédés qui vont permettre de réduire le nombre d'utilisations de matière. Donc, ça a du sens, par exemple, dès que vous êtes sur de l'impression, par exemple, métal, qui coûte vite cher, vous allez pouvoir optimiser les poudres, par exemple, qui vont être utilisées. Sachant que dans certains procédés, vous pouvez même réutiliser les poudres qui n'ont pas été imprimées. Vous allez pouvoir les récupérer pour les utiliser pour une prochaine impression. Donc, belle optimisation matière potentielle. Ça dépend un petit peu, c'est au cas par cas, mais c'est en général. Un autre point qui est la réduction des coûts indirects. Donc là, par exemple, c'est plutôt, je vous parlais des moules, par exemple. Alors, carburant, c'est par exemple dans l'aéronautique, vous allez avoir des certains nombres de pièces qui vont permettre par exemple, dans l'aviation, l'impression 3D est beaucoup utilisée pour optimiser les turbines en fait, qui sont dans les avions. Bref, j'essaie de m'expliquer. Le vent
quand l'avion s'envole, vous allez avoir un certain nombre de pièces qui peuvent être utilisées. L'aérodynamisme, c'est ça. Les pièces vont être plus légères potentiellement, ou vont aussi laisser passer l'air en fait d'une certaine façon, qui fait que l'avion va mieux voler, va être plus léger et va donc utiliser moins de carburant. Donc ça, c'est une des grosses raisons pour lesquelles l'aéronautique utilise l'impression 3D. C'est pour optimiser non seulement la fabrication de la pièce, donc la fabrication de l'avion va coûter moins cher, mais aussi même son usage. Quand il va voler, il va aussi coûter moins cher et donc utiliser moins de carburant et donc aussi va avoir une empreinte écologique, une empreinte carbone potentiellement moins élevée. Donc ça fait partie des avantages potentiels de ce type de technologie. On va aussi se couper d'un certain nombre d'étapes potentielles. Alors ça, je ne sais pas si c'est un point positif ou négatif à discuter, mais on va avoir besoin en général de moins de personnes pour fabriquer les objets. Les choses vont être beaucoup plus automatisées. Donc vous allez pouvoir, par exemple, avoir des étapes d'assemblage qui sont réduites. Donc vous allez en général aller plus vite, accélérer sur votre phase de fabrication de bout en bout de vos pièces. Et enfin, un dernier point qui est très intéressant et beaucoup d'entreprises sont en train de se pencher sur la question, c'est tout ce qui est réduction de coûts de stockage ou d'inventaire. Donc, pour l'instant, beaucoup d'entreprises en fait avaient besoin de stocker en grande quantité les pièces détachées pour être capables de répondre à leurs clients, pour pouvoir leur amener les pièces au fur et à mesure des questions de maintenance, par exemple. Avec l'impression 3D, vous pouvez potentiellement à terme vous couper de ça. Vous pouvez arrêter d'avoir un inventaire de pièces détachées et avoir en fait un catalogue numérique de vos pièces. Donc avoir toutes les pièces disponibles mais de façon numérique sur l'ordinateur et imprimer en fait en 3D à la demande en fonction du besoin, en fonction du problème. Vous allez pouvoir imprimer la pièce pour le client vraiment au moment où il en a besoin. Donc, vous pouvez potentiellement faire des énormes réductions, notamment logistiques de frais de stockage et puis de contraintes autour de ça. Ça permet aussi d'allonger potentiellement la durée de vie des objets. Et oui, en effet, on entend parler de cloud manufacturing. C'est effectivement quelque chose à surveiller de près parce qu'il y a un grand intérêt effectivement pour les industriels qui font du stock pour maintenir leurs produits. Du coup, pour clôturer ce live, j'avais une question, c'était qu'est-ce qui nous attend? Quelles sont les grandes tendances de l'impression 3D actuellement? Alors ça, c'est un monde passionnant, il y en a beaucoup, il y a plein de choses intéressantes. Premier point, je dirais que si on veut penser impression 3D et futur, c'est la consolidation de pièces. Donc là, j'en parlais un petit peu, mais en fait, repenser la conception pour la fabrication additive, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi se dire qu'on peut faire des pièces extrêmement complexes et donc éviter d'avoir tout un ensemble de petites pièces fabriquées de façon traditionnelle, en usinage par exemple, qu'on va ensuite venir assembler. Là, vous allez pouvoir repenser la pièce dans son ensemble. Donc là, c'est par exemple un exemple de pièce industrielle où vous allez pouvoir, la pièce a été imprimée d'un seul bloc en fait en impression 3D. Alors qu'avant, évidemment, elle aurait pris des dizaines, voire parfois des centaines de pièces différentes qui doivent être assemblées. Donc, la conception complexe, je dirais que c'est la première grande tendance forte et qui est vraiment liée là à la connaissance des acteurs du secteur, enfin des ingénieurs par exemple, des designers, qui, une fois qu'ils ont compris l'intérêt de l'impression 3D et comment ça permet de faire comme ça de la conception complexe, là, on va pouvoir vraiment commencer à voir arriver de plus en plus de pièces consolidées comme ça, ou qui demandent le moins d'assemblage possible. Ça, c'est vraiment, mais ça, c'est avec la formation et de se former sur ces sujets, ça, c'est la clé pour se mettre sur ce type de conception. Deuxième grande tendance, l'optimisation topologique. Ça arrive, alors ça fait déjà quelques années, mais c'est très, très neuf. Et il y a encore, c'est un champ qui est absolument gigantesque. Là, on parle de quoi? On parle de partir de une pièce existante qui utilise la matière qui est utilisée de façon nécessaire, on va dire, encore une fois, avec les procédés d'usinage ou de fabrication qu'on connaît pour l'instant traditionnellement. Et l'ordinateur, il y a des logiciels aujourd'hui d'optimisation qui vont permettre d'analyser la pièce et de lui enlever de la matière, de l'optimiser jusqu'à ce qu'elle soit la plus optimale possible, avec le moins d'utilisation de matière possible, avec une forme qui peut par exemple paraître surprenante. Là, c'est la même pièce en fait, avec on va dire les mêmes fonctions, elle va avoir le même usage, mais vous voyez que le nombre de ressources matière est de plus en plus réduit.
Et l'intérêt, c'est qu'en fait, avant la pièce du bout, la plus optimisée, on n'aurait pas su la fabriquer. Aujourd'hui, on peut la fabriquer avec la fabrication additive. Donc, encore une fois, conception complexe, mais ultra optimisée, comme on sait qu'on va arriver dans un temps où, et on y est déjà, où les ressources sont de plus en plus limitées. Penser vraiment l'utilisation la plus minimum possible, c'est une des clés du succès. Donc, la partie optimisation, ça va arriver à fond. Autre grande tendance, la conception innovante. Alors ça, c'est un peu une grande famille, mais c'est en fait justement inventer de nouveaux objets. Là, c'est un pneu sans air, par exemple, proposé par Big Rep. C'est un concept, mais qui fonctionne. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de choses autour de ça, autour des pneus sans air. Donc là aussi, imprimé en 3D. Un autre exemple, juste après, c'est un violon là, proposé par une entreprise française qui s'appelle 3D Varius, qui font des violons imprimés en 3D, donc ultra légers et qui ont des formes vraiment étonnantes. Si on continue, encore une entreprise française qui cartonne, qui s'appelle SIOS. En fait, eux, ils sont spécialisés dans les becs de saxophone. Donc, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils travaillent main dans la main avec les musiciens, avec les saxophonistes. Et le saxophoniste va expliquer en fait le type de son qu'il aime obtenir. Et en fait, c'est souvent le bec qui va avoir une influence sur la qualité du son à la sortie. Et donc, va expliquer vraiment son style à lui, qu'est-ce qu'il aimerait. Pour l'instant, les becs, il fallait les trouver dans le commerce. C'est des becs assez standardisés, même s'il en existe beaucoup. Et donc, ce que propose SIOS, c'est ils ont développé un algorithme de modélisation. Ils vont vraiment créer la pièce sur mesure pour le musicien. Et le son qui va en sortir va être sa signature unique. Donc là aussi, imprimé en 3D. Donc là, pour le coup, c'est en dépôt de filaments fondus. Un autre exemple, là aussi une start-up française qui s'appelle Wive, qui fabrique des surfs imprimés en 3D. Eux, leur approche, c'est d'être dans l'économie circulaire. Donc, l'idée, c'est de récupérer. Ils récupèrent en fait des déchets plastiques, en général qui viennent plutôt des hôpitaux, je crois. Il y a beaucoup d'objets, de choses qui sont utilisées une seule fois, en fait, qui sont en plastique et donc qui sont broyées et ils vont récupérer ça et ils utilisent l'impression 3D pour réutiliser la matière et faire des surfs entièrement circulaires. Je crois que dans leur idée, ils aimeraient récupérer à terme le plastique dans les océans pour fabriquer des surfs. Donc, on parle souvent, là, ce serait une bonne façon de proposer quelque chose à valeur ajoutée. Aussi, économie circulaire, là, c'est plutôt en Italie, l'entreprise WASP qui est en train de créer un petit village de maisons imprimées en 3D. Et cette maison, en fait, est imprimée à partir d'un mélange terre-paille, donc fait localement, en fait. Ils récupèrent la terre de l'endroit où ils sont, mélangée avec la paille, donc il y a une technique d'éco-construction bien connue, mais là, qui est utilisée avec de l'impression 3D, donc en extrusion, où ils vont venir déposer peu à peu la matière. Donc la maison est en démonstration, elle existe actuellement. Voilà, et après on parle, alors, donc ça c'était plutôt pour la partie, on va dire, plus écologie, mais on est aussi sur de la partie vraiment high-tech. C'est le MIT, il y a un lab au MIT qui s'appelle le Self Assembly Lab, qui est intéressant à suivre, ils font plein de choses assez passionnantes. Et donc ils ont inventé un concept autour de l'impression 4D. Donc en fait ils développent des matériaux qui changent de forme et de fonction. Qui en fait on les imprime, vous voyez en haut à gauche, on imprime en 3D une plaque par exemple, et en fait elle va peu à peu prendre une forme particulière. Donc en général, en fonction de si je sais pas, on chauffe la pièce ou on appuie d'un côté, ou c'est avec un matériau en fait intelligent qui peut se changer de forme au fur et à mesure. Donc c'est de l'impression 3D avec une version intelligente en plus. Ils font par exemple des essais aujourd'hui avec des petites pinces, par exemple, pour bras robotiques, par exemple, où la matière en fait va venir agripper au moment où elle touche l'objet qu'elle veut venir chercher. Ce genre de choses. Excellent. Oui, c'est ce qui est assez fou en fait dans ce secteur, et encore j'ai dû sélectionner, mais il y a une variété d'inventions, de choses qui se passent, c'est absolument riche, quoi, et très accueillant. L'autre point que je voulais aborder rapidement, c'était la partie usine du futur, parce qu'on parle aujourd'hui de plus en plus de relocaliser la production, d'essayer de donner un nouveau souffle à l'industrie, notamment en France.
Et donc, on est vraiment sur un projet en fait de mailler le territoire ou de transformer les usines existantes ou d'en implanter aussi de nouvelles, qui seraient des usines, on va dire, numériques, où vous allez avoir en fait au sein d'un même lieu, qui n'est pas forcément de très grande taille d'ailleurs, vous allez avoir les différentes étapes de la conception et production d'un objet, et avec les différents métiers en fait qui sont tous présents côte à côte. Et donc l'impression 3D joue évidemment un rôle important dans ce type de vision, parce que vous allez pouvoir être à la première étape, on en parlait, d'itération, de prototypage, et ensuite être à l'étape par exemple de production. Vous allez pouvoir avoir, on parle aussi beaucoup de jumeaux numériques, donc avoir toute la chaîne de production de l'objet va avoir sa copie en fait dans le monde virtuel. Donc on va pouvoir être en parfait contrôle en fait de toutes les étapes de création de l'objet et de production, savoir en fait si il est fabriqué de façon optimale, si le suivi qualité par exemple va être vraiment amélioré, et on peut imaginer en fait une usine très connectée, très numérique, où déjà le niveau de qualité va être exceptionnel, et on n'est plus dans les mêmes contraintes de devoir produire en très très grande quantité en masse. On va plutôt produire à la demande pour une utilisation locale ou pour un besoin particulier de façon vraiment sur mesure. Donc c'est aussi l'intérêt, c'est d'aller vers de la fabrication mieux pensée en fait. Au lieu de fabriquer à l'autre bout du monde en très très grand volume, de faire venir sur bateau et ensuite de détruire les invendus, on va plutôt être localement sur le territoire, faire des productions selon les besoins de façon calibrée et en optimisant les ressources. C'est un petit peu la vision derrière ce projet. Il y a eu une espèce de prototypage géant de tout ça qui a été évidemment passionnant, qui était pendant le premier confinement. Vous avez évidemment suivi l'activité des makers en France qui ont commencé à produire des visières un peu partout. Donc là, c'est une carte des Fab Labs en France, mais il y en a partout. On est le pays en France, au monde qui a le plus de Fab Labs. On a plus de 450 Fab Labs répartis partout dans toutes les villes et les villages de France. Et en fait, les makers ont commencé à s'unir pour commencer à produire des visières. Donc, il y a même des sites, des plateformes en fait, de répartition des demandes qui ont été créées. Et localement, les makers ont produit et ont envoyé selon les besoins locaux. Donc, c'est cette idée en fait de fabrication décentralisée, cette idée on a des pièces qui sont numériques, qui peuvent afficher des objets en fait qui peuvent être envoyés un petit peu partout. Et après, localement, on a des usines locales avec des personnes qui vont répondre aux besoins locaux, parfois avec des besoins de customisation précis, par exemple pour tel corps de métier, et qui vont pouvoir produire à la demande les pièces. Donc ça, c'était une espèce de test grandeur nature en fait, de ce système qui a très bien fonctionné. Il y a plus de 2 millions de visières qui ont été produites par les makers pendant quelques mois. Donc ça a vraiment permis de faire la jonction entre le moment où on était vraiment en manque complet de stock et puis le moment où ça y est, l'approvisionnement a été relancé. Donc voilà. En effet, ouais, c'était un très bel exemple. Je crois que certains même qui sont avec nous aujourd'hui ont contribué à ça. Donc on parlait de makers, d'entreprises, toute personne étant équipée d'imprimantes 3D finalement se sont mobilisées. Et je sais que Mathilde, tu as été une actrice importante pour fédérer, réunir ces initiatives. Donc merci à toi aussi, merci à tous. Oui, on était tous motivés. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que c'est maker ou entreprise, parce que souvent, en fait, dans l'entreprise, il y a des makers. Les makers, ils sont actifs souvent de chez eux et aussi dans le cadre de leur entreprise, et ça fait aussi bouger les choses. Souvent, les passionnés d'impression 3D qui travaillent dans leur structure, ils vont insuffler un vent d'innovation, de transformation en interne, et potentiellement, alors ça dépend évidemment de chaque structure, on est plus ou moins écouté, il y a plus ou moins de budget, il y a plein de raisons qui font qu'on arrive plus ou moins à faire changer les choses. Mais en tout cas, c'est vraiment la première brique, c'est en général d'avoir ce référent impression 3D, peut-être même une petite équipe qui y croit et qui a envie de pousser le sujet et qui fait que on commence à avoir des applications concrètes, des cas précis où vraiment ça a aidé d'autres collaborateurs, où l'entreprise commence à comprendre l'intérêt du sujet. Et c'est en général la clé, c'est d'avoir comme ça des makers partout en fait qui font ce changement et qui inspirent de façon concrète des nouvelles applications. Tout à fait, je suis 100% d'accord avec toi.
Dernier point, une petite citation juste pour se faire peur avant, avant la fin. C'est une citation de Jeremy Rifkin, qui est un économiste qui est un des économistes qui, par exemple, est derrière beaucoup de programmes, notamment européens, autour du Green New Deal, cette idée de vraiment pousser l'économie verte, faire en sorte qu'on bascule d'un mode de production, on va dire, classique à un mode beaucoup plus optimisé, pensé pour les ressources de demain, qui sont de plus en plus limitées. Et donc, ce qu'il nous dit quoi? Il nous reste 2 générations, environ 40 ans, pour sauver la planète. Nous sommes en train de passer d'une économie de progrès à une économie de résilience. Alors, le seul problème, c'est qu'il a dit ça déjà il y a pas mal d'années. Donc, on a moins de 40 ans. Mais en tout cas, donc, dans son idée, c'est passer d'une économie de progrès, donc c'était le modèle qu'on connaît, on va dire, actuellement, à une économie de résilience. Donc là, on va être plutôt sur penser justement économie circulaire, penser à des objets qui sont faits avec des ressources qui peuvent être réutilisées, qui vont même, on parle même maintenant d'économie régénératrice. Donc, par exemple, de concevoir des objets avec des matériaux qui permettent en fait d'être nutritifs pour la planète, donc qui vont permettre de faire repousser des choses, par exemple, plutôt que d'avoir des choses entièrement en plastique qui sont un peu qui en fait créent du déchet, créent des soucis. Donc, c'est cette idée de résilience, c'est cette idée de penser en fait des pièces qui peuvent être utilisées très longtemps ou réutilisées ou qui on va pouvoir avec lesquelles on va pouvoir créer un monde où on utilise moins de ressources de façon plus optimisée, plus sur mesure. Donc voilà, c'était pour aussi En tout cas, lancer la discussion. merci Mathilde. On aimerait te garder encore beaucoup plus parce que le sujet est vaste et passionnant. On arrive à la fin de ce live et on va garder un petit temps de questions. Je rappelle, parce que bon, le sujet est presque intarissable et c'était passionnant de t'écouter, qu'on retrouve ton propos et on va encore un peu plus loin avec le grand livre de l'impression 3D. Je l'ai bouquiné personnellement, il y a des choses très intéressantes. J'ai découvert, redécouvert des choses. Donc, je vous invite à le mettre sur votre table de chevet ou sur votre bureau pour communiquer autour de l'impression 3D autour de vous. Alors, du coup, avant de prendre quelques questions, je vous rappelle que ce programme de la journée continue. On se retrouvera tout à l'heure à 13h30 pour continuer à parler d'impression 3D. On parlera d'impression 3D, la résine, tu l'as évoqué, et c'est une des plus anciennes technologies. On verra comment se l'approprier et on aura l'occasion avec François de voir des démos en live. Alors, je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin, que ce sujet vous a intéressé, on a évoqué plein de choses sur la chaîne numérique et sur la fabrication. Donc, vous pouvez vous rapprocher de l'équipe F3DF pour parler de vos projets. On pourra vous accompagner sur toute cette chaîne de valeur. On a parlé de conception, on a parlé de choix de technologie, on a parlé d'optimiser vos fabrications par rapport aux procédés. Donc, on est là pour vous accompagner avec toutes les modalités qui vont avec, que ce soit dans nos centres quand c'est possible. À distance, on a adapté tout notre outil pédagogique pour pouvoir vous former avec les conditions sanitaires un peu drastiques et bien sûr de manière sur mesure dans votre entreprise de manière sécurisée. Alors, du coup, on va prendre quelques questions avant de s'octroyer une petite pause déjeuner et on se retrouve bien sûr cet après-midi pour ceux qui suivent ce cycle. Alors, j'ai vu passer pas mal de questions. Alors, n'hésitez pas à lever la main, aussi ouvrir vos micros, ça sera avec grand plaisir. Alors, je vais remonter un peu dans le fil de discussion. Alors oui, on a eu des commentaires aussi, effectivement, qui confirmaient par rapport à l'utilisation de la fabrication additive dans la maintenance, un sujet qui est effectivement très intéressant. Alors, on a évoqué le fait de la réparabilité. Il y avait une question par rapport à ce phénomène-là. Est-ce que c'est une tendance? Est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui une réalité? Alors oui, je dirais qu'il y a quand même eu un décalage parce que ça faisait partie des exemples forts. On disait toujours on va réparer notre cafetière avec imprimante 3D, il faut juste réimprimer la pièce, c'est très simple. Donc, ce que beaucoup de makers, en tout cas, de personnes qui ont pensé utiliser l'impression 3D pour réparer autour d'eux des pièces, se sont vite heurtés quand même à la partie modélisation parce les pièces à l'origine ne sont pas, surtout dans les objets aujourd'hui, dans notre électroménager, ne sont pas forcément imprimées en 3D, évidemment. Et donc, il faut concevoir la pièce, la modéliser, la tester. Donc, vous allez avoir des matériaux qui ne sont pas forcément les mêmes.
qui vont moins durer dans le temps, qui ont peut-être des problématiques aussi de qualité. Enfin, vous n'allez pas évidemment mettre n'importe quel plastique, surtout dans une zone alimentaire ou qui chauffe. Donc, ça pose quand même beaucoup de questions sur la compatibilité entre la pièce qu'on veut réparer et la pièce imprimée en 3D qui serait un genre d'équivalent, mais qui en fait est un peu un faux équivalent. Donc, il y a toujours un peu une méfiance autour de ça. Après, il y a plein de choses qui bougent clairement. Un des grands points, c'était que les entreprises en fait avaient besoin de numériser leur catalogue pour donner accès en fait à ces pièces de réparation. Et donc, par exemple, il y a une entreprise comme Boulanger qui a été assez vite positionnée là-dessus. Ils ont une plateforme qui s'appelle Happy 3D, Happy comme joyeux, Happy 3D. Et en fait, ils ont un catalogue et ils mettent en ligne au fur et à mesure des pièces modélisées qu'on peut imprimer en 3D chez soi pour réparer des objets. Donc, il faut en fait avoir un peu main dans la main un certain nombre de constructeurs. Après, il y a une énorme communauté, évidemment, de makers qui partagent toutes ces pièces au fur et à mesure qu'ils les créent. Donc là, ça va être plutôt sur des sites Internet comme Cult 3D ou Thingiverse, où vous pouvez récupérer un certain nombre de pièces. Mais là encore, attention, méfiance avec l'utilisation des matériaux et pas vous mettre en danger, en fait, juste voilà, pour avoir le plaisir de réparer. Après, je l'ai vu passer. Alors, du coup, ça rebondit justement peut-être sur la question, c'est peut-être celle-ci que tu avais vue, Mathilde, sur l'idée de aussi, bon, là, il y a parfois un enthousiasme fort de pouvoir dire, OK, c'est possible, bah, je crée la pièce, je la reproduis, mais il y a aussi un aspect peut-être de copie, de contrefaçon. Alors, il y a une question qui a été soulevée par rapport à ça. Qu'en est-il justement dans l'impression 3D? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour sécuriser un peu ça, peut-être, alors ça peut être à tiroir, ça peut être le suivi de qualité des pièces, mais ça peut être aussi de se dire quand est-ce qu'on peut reproduire une pièce. Alors, disons que ce qui ressort de ces recherches-là sur la partie protection, propriété intellectuelle industrielle autour de l'impression 3D, c'est que ce n'est pas parce qu'on imprime en 3D que la loi n'est plus applicable. Globalement, les lois existent aujourd'hui déjà pour interdire la contrefaçon. On n'est pas censé imprimer et surtout commercialiser des pièces qui appartiennent à d'autres. Donc ça, c'est un premier point. Donc par exemple, quand on voit sur des plateformes de partage de fichiers des figurines Disney ou autres qui ont été imprimées, bah, c'est OK simplement dans un usage personnel, donc pour chez soi, pour faire une figurine, mais on n'est pas censé les vendre, les mettre en avant, on n'est pas censé utiliser ça pour, par exemple, promouvoir son activité professionnelle. Enfin, c'est des règles qui sont les mêmes, en fait, que pour d'autres techniques. Si vous les fabriquiez en bois, ce serait la même chose. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont commencé à s'intéresser à ce sujet en mettant en place, par exemple, des verrous numériques pour avoir un suivi en fait de la pièce, savoir où est-ce qu'elle a été imprimée et ce genre de choses. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Ça n'a pas été vraiment implémenté pour l'instant. Donc, c'est une problématique qui est pour l'instant peu adressée. Et encore une fois, des différentes commissions, notamment d'expertise du gouvernement, qui ont été menées sur le sujet. Pour l'instant, l'idée, c'était de ne pas mettre en place une loi nouvelle spécialement dédiée à l'impression 3D et protection. C'était plutôt de s'appuyer sur l'existant. Donc, la loi est plutôt bien faite autour de ça pour l'instant. Donc, ça posait pour l'instant peu de problématiques vraiment majeures. Voilà. Et du coup, est-ce que tu as peut-être des exemples, je ne sais pas si c'est des choses qui te viennent en tête, de sociétés qui finalement, à l'inverse de mettre des verrous et dire attention, on ne veut pas être copié, qui se sont dit, et si on proposait à nos utilisateurs de customiser ou d'inventer notre produit de demain? Est-ce qu'il y a des exemples dans ce sens-là? C'est sûr que c'est plutôt l'approche qui va permettre d'obtenir des résultats beaucoup plus probants. Alors, ce n'est pas exactement l'exemple que tu donnes, mais Decathlon est super avancé là-dedans. Ils ont ouvert un Fab Lab récemment qui a l'idée d'être ouvert aux consommateurs. Donc, en fait, on peut venir travailler main dans la main avec l'équipe pour concevoir des produits Decathlon. Donc, c'est une démarche qu'ils ont depuis longtemps de travailler un peu main dans la main avec les utilisateurs en fait, des produits, des articles de sport. Et donc, beaucoup de produits que vous voyez dans ces magasins, en fait, ont été pensés avec l'utilisateur au sein des Fab Labs. Et donc, ça, c'est une démarche, on va dire, qui est plutôt intelligente, je trouve, parce que c'est à la fois ouvert, mais en même temps, ça rentre dans le cadre de la conception produit de l'entreprise. Et donc, ça donne des résultats vraiment concrets. Parce que souvent, ce qu'on voyait passer, c'était des entreprises qui annonçaient une opération comme ça, open source, d'ouverture, mettre à disposition des pièces pour les makers.
Mais souvent, c'était plutôt un effet d'annonce, vraiment plutôt une stratégie marketing, en fait, de se positionner comme un acteur innovant, moderne. Mais après, avec peu de suivi sur vraiment, est-ce que ces pièces-là sont vraiment utilisées, est-ce qu'elles sont utiles? Et puis, parce qu'en général, ce n'est pas tellement la première étape de concevoir une pièce avec des makers, oui. Mais ensuite, il y a tout le reste, l'industrialisation de la pièce, le suivi qualité, la maintenance. Enfin, c'est souvent un petit peu la partie qui pêche, c'est qu'on pense la première étape et puis après, on ne pense pas la suite. Et en fait, c'est un produit, ça a toute une vie. Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste voilà, mettre en ligne et puis advienne que pourra. Voilà. Donc, si on veut vraiment développer des choses avec des produits de consommation que les gens vont vraiment utiliser, je dirais que être dans l'ouverture avec les makers, ça a vraiment, vraiment du sens, et surtout avec les utilisateurs. Mais il faut le penser dans sa globalité pour que ce soit vraiment concret. Alors du coup, je vois pas mal de questions aussi qui ont été soulevées. Alors des questions, des commentaires sur des initiatives autour de l'impression 3D, notamment l'exemple de Freelabster, qui est une plateforme française de prestations d'impression en ligne réalisée par des entreprises ou des indépendants. Est-ce que c'est un modèle qui a finalement de l'avenir, la question posée par Justin? Ah, c'est super intéressant comme question, parce que ça fait un moment qu'il y a cette idée, ça recoupe un peu l'idée de fabrication décentralisée. On a l'idée de plateforme où on va pouvoir, tout le monde peut voilà, faire une demande, et localement, les makers peuvent imprimer de chez eux et venir livrer leurs clients au fur et à mesure des commandes. Ce qui est génial, c'est que ça permet un revenu en fait pour les utilisateurs d'imprimantes 3D. Donc, ça permet potentiellement de se professionnaliser et de développer une activité professionnelle. Donc, ça, c'est un premier point qui est potentiellement positif. Après mon sujet, alors je pense que la question là se joue beaucoup au suivi qualité, au professionnalisme de l'impression et au fait d'avoir un suivi qualité uniforme. En fait, quand on utilise ce type de plateforme, on a tout de suite la question de quel va être le résultat. Alors oui, il y a des systèmes de notation, on sait qui travaille mieux, etc. Enfin, quel type de rendu on aimerait avoir. Mais en tout cas, je trouve que ça, c'est un des points un peu cruciaux, c'est comment assurer le suivi qualité un peu cohérent, global, pour faire en sorte que ce type de plateforme devienne la norme avant que ça devienne vraiment la réalité. Voilà, se dire, fabrication décentralisée, on peut tous être une micro-usine de quartier fabriquée à la demande, mais il faut qu'on se mette d'accord, je pense, sur un certain nombre de standards de qualité, ou en tout cas être sûr que l'objet que vous allez fournir, qui est responsable en cas de problème, et enfin, vous devenez vraiment un fabricant à part entière. Donc, c'est la question, je trouve, qui est pour l'instant pas répondue, qui est surgie, encore une fois, pendant cette opération des visières, où tout le monde a commencé à fabriquer des visières. Et en fait, très vite, il y a eu ce débat de, mais en fait, est-ce qu'on respecte les normes ou non? Qui respecte quoi? Quel niveau d'attente, même de suivi entre ceux qui mettent des gants et des masques quand ils impriment, ceux qui les mettent pas. Enfin, il y avait, en fait, c'était vraiment l'exemple concret de ce qui se passe en fait quand tout le monde se met à fabriquer localement, c'est que ça devient vite une potentielle usine à gaz en termes de suivi qualité. Donc ça, je pense que c'est un des points qui va potentiellement être un point bloquant. Et si j'ai encore une seconde pour répondre, il y a Bien aussi sûr. un exemple concret qui est l'entreprise 3D Hubs, qui était depuis il y a 10 ans environ, en 2013, je crois, ils se sont lancés comme une plateforme pour que les makers puissent imprimer à la demande et localement. Et en fait, c'était énorme ce site. Et en fait, ce qui s'est passé après quelques années, c'est qu'ils ont fermé la partie maker grand public, et ils se sont concentrés uniquement sur les fabricants professionnels, donc avec des machines plus grosses, et puis surtout justement des méthodes de production avec un suivi. Et donc, on savait exactement quelle pièce on allait obtenir à la fin. Donc, et aujourd'hui, 3D Hub, c'est une entreprise en énorme croissance qui cartonne, qui vraiment est en train de révolutionner la fabrication décentralisée, pas seulement sur l'impression 3D, mais ils ont adopté d'autres technologies également. Donc, ça donne quand même un peu voilà, quelques indications sur cette question-là, de si on veut se déployer du point de vue vraiment dans la société, quoi, que ça devienne vraiment quelque chose de massif, il va falloir penser suivi qualité.